Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous. S'il y en a qui ne m'entendent pas, vous pouvez mettre voilà, un message dans le chat. Là, on va essayer de résoudre si jamais il y a un souci. Sans plus tarder, bienvenue au webinaire sur le froid en établissement de santé. Donc, nous allons parcourir un petit peu le fonctionnement, l'optimisation, le financement et le cadre réglementaire en ce qui concerne la production du froid en établissement de santé. Et ce webinaire a été organisé par Ecopolis euh, avec dans le cadre du réseau CART, donc avec Enob Academy et l'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien. Alors, moi, juste pour me présenter, je suis Christelle Boudinon, coordinateur régional des économes de flux en Île-de-France à Ecopolis. Et je laisse Dan Bouzangou se présenter. Oui, Dan Bouzangou, conseiller en transition énergétique et écologique en santé pour l'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien. Donc, j'accompagne des établissements de santé, dont notamment quelques hôpitaux, l'hôpital franco-britannique, l'hôpital Foch, dans leur suivi énergétique, dans des solutions d'optimisation énergétique, ainsi que sur la transition écologique. Merci. Merci, Dan. Bonjour Je laisse Enel. Oui, pardon, vas-y. Merci Christelle. Bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Enel Deli. Je suis directeur académique et cofondateur de l'ENOV, donc l'école nouvelle pour la maîtrise de l'énergie. On réalise des formations courtes et en parallèle, on a un master. Donc sur les formations courtes, ça va être sur toutes les thématiques de la transition énergétique, donc avec parfois une spécificité santé. Donc on réalise des formations sur la rénovation et l'optimisation énergétique des bâtiments médico-sociaux et sanitaires, donc notamment pour l'acté et aussi avec la CAP. Donc sur des formats 1 à 3 jours, voilà. Merci, Enel. Alors, l'objectif du webinaire, comme je le disais, c'est, dans un premier temps, c'est de comprendre. L'idée, c'est d'amener voilà, les économes de flux, les professionnels du bâtiment et particulièrement, en fait, précisément, pardon, ceux des établissements de santé, à comprendre les systèmes de production de froid hospitalier, dans les établissements de santé, à identifier les dérives et surconsommation, à optimiser sans dégrader bien sûr les soins dans les établissements de santé et de répondre aux exigences réglementaires. Et finalement, ensuite, à avoir les financements nécessaires pour mener voilà, sur les différents sites ces opérations d'optimisation. Alors, Ecopolis, comme je disais, je suis à Ecopolis et Ecopolis, c'est le pôle francilien de l'aménagement et du bâtiment durable. Donc, comme Ecopolis, il y a d'autres structures également qui sont dans d'autres régions qui font les mêmes métiers comme Ecopolis. Et un petit peu, c'est un petit peu ce qu'indique la carte que vous voyez à l'écran. Alors, au niveau d'Ecopolis, on est un centre, on est d'abord un animateur de réseau, donc on a un large réseau de professionnels professionnels dans le monde du bâtiment. Un réseau qu'on anime à travers des événements, des rencontres et des visites autour des sujets du bâtiment et de l'aménagement. Et également, on est un informateur, donc on a à travers notre site et le site Ecopolis, donc on met de la ressource, on alimente ce site en ressources, pardon, ou pour amener les professionnels du bâtiment à monter en compétences. On est également un centre de formation où on a un catalogue de formation bien fourni. Notamment, par exemple, on a une formation sur les fondamentaux du bâtiment durable qui peut d'ailleurs intéresser le public ici, le public qui en est prêt aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site. Il y a il y a d'autres formations qui peuvent vous intéresser. On est également un porteur du projet quartier et bâtiment durable francilien. Donc, on accompagne des projets de la phase conception jusqu'à la phase d'exploitation. L'idée est d'amener ces projets à être le plus efficient possible sur le plan de la durabilité. Alors, on a un nouveau métier aujourd'hui qui est l'accompagnement des établissements de santé.
Donc, je suis aujourd'hui voilà, le coordinateur des économes de flux dans le réseau CART. Et ce poste est cofinancé par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et la FNCCR de par son programme ACPEC. Donc, l'idée est ici, pour ce poste, en fait, on accompagne vraiment les établissements de santé et les économes de flux qui sont dans ces établissements de santé dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Alors, le webinaire va s'articuler sur 9 différents points, de l'introduction à la conclusion, en passant bien sûr par le fonctionnement des systèmes de production de froid, l'analyse des cycles et des puissances. On va voir également les centrales de production à eau glacée. On va voir un petit peu le cadre réglementaire qui voilà, s'impose aujourd'hui à nous qui voulons mettre ou qui avons ces systèmes sur nos différents sites, et comment on peut optimiser également ces systèmes de production de froid, les financements qu'on peut, voilà, qu'on peut avoir pour mettre en place ces optimisations. Et après, on aura un temps pour prendre voilà, les différentes questions afin de répondre à ces différentes questions. Oui, bonjour encore. Donc, moi, c'est Dan Bouzango, comme j'avais déjà annoncé. Donc, dans cette intro, nous allons nous poser quelques questions. Mais déjà, notre sujet du jour qui est le froid. Alors, le froid, c'est un sujet que nous rencontrons tous. C'est un sujet que nous maîtrisons plus ou moins. C'est un sujet aussi, ces derniers temps, nous remarquons, nous constatons en fait son absence due à des fortes chaleurs qu'il y a eu récemment. Alors, qu'est-ce que vraiment le froid? On se pose cette question aujourd'hui. Pour cette réunion d'aujourd'hui, je propose deux définitions. La première est une définition du dictionnaire. Le froid, c'est défini simplement parce qu'une température qui est moins chaude comparée au corps humain. Alors, cette définition sous-entend deux notions. Il y a la notion de l'échelle des températures et la notion de la sensation de la température. D'un point de vue scientifique, le froid s'est défini comme une absence de la chaleur. Bien évidemment, cette définition est plausible si seulement on sait mesurer la quantité de la chaleur qu'on peut retirer ou rajouter à un objet. Et pour les plus curieux, il y a le scientifique Ludwig Boltzmann qui, vers les années 1870, montrait que la chaleur contenue dans un objet n'est rien d'autre que l'énergie d'agitation désordonnée des molécules de cet objet. Donc, plus un objet est chaud, plus ses molécules s'agitent, plus aussi ces molécules bougent, plus il est froid. Donc, ce qui sous-entend à dire que le froid n'est rien d'autre que cet état d'immobilité des molécules d'un objet. Alors, au-delà de ces définitions ou de cette notion des températures liées au froid, aujourd'hui, le froid est un enjeu, joue beaucoup plus dans notre vie quotidienne. Et à cela, c'est aussi un outil technique pour répondre aux différents enjeux dans les établissements de santé et surtout dans cette période de canicule, sur le bien-être, par exemple, des patients, sur l'aspect sanitaire, pour la conservation de médicaments, pour la conservation des produits chimiques dans la pharmacie et aussi pour la conservation des aliments. Le froid aussi est un outil technique aujourd'hui à questionner sur l'aspect environnemental, notamment sur tout ce qui est question liée aux fluides frigorigènes que nous allons voir dans le cadre réglementaire et aussi sur la consommation électrique pour la production du froid. Alors, quelques chiffres à retenir dans ce contexte. Sur le plan de la sécurité alimentaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 6 milliards de tonnes de denrées alimentaires sont produites dans le monde, hein. Un tiers d'entre elles nécessitent une chaîne de froid. Et à l'échelle de la France, 24 millions de tonnes des denrées alimentaires sont transformées grâce au froid. Et sur une échelle humaine de la population en consommateur français, 40% de la ration alimentaire individuelle des Français nécessite l'application du froid. Dans un aspect côté plus sanitaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 10 médicaments les plus vendus dans le monde, il y a 8 qui sont conservés sous des températures dirigées.
Et sur un aspect plus énergétique, environnemental aussi, en comparaison de la consommation mondiale d'électricité sur le froid avec d'autres secteurs, le froid occupe aujourd'hui une troisième position dans la consommation électrique, juste derrière le secteur industriel qui est à 37,6% et le secteur résidentiel qui vient à 20,5%. Et sur la répartition mondiale de la consommation d'électricité du secteur du froid, nous, le secteur tertiaire, un secteur qui nous concerne, nous, dans la consommation électrique, nous occupons à peu près 40% de la consommation énergétique pour produire du froid. Juste devant nous, il y a le secteur résidentiel qui est à 45% et les secteurs industriels qui est à 15%. Donc voilà à peu près tout ce qui est les enjeux liés au froid. Donc pour répondre à tout ce qui est besoin de bien-être de personnes et aux enjeux sanitaires, aux enjeux alimentaires, le froid aujourd'hui est un sujet qui peut aussi amener à se questionner sur tout ce qui est émission des gaz à effet de serre liés aux fluides frigorigènes et aussi à la consommation énergétique pour produire du froid. Alors, tout de suite, nous allons entrer dans le fonctionnement des systèmes de production de froid. Et là, on va s'intéresser beaucoup plus au système de fonctionnement, au fonctionnement des systèmes, pardon, de production de froid à compression de vapeur. À compression de vapeur, pourquoi? Parce que, en fait, c'est le système que nous allons rencontrer dans la majorité des cas sur les différents sites. En tout cas, sur la majorité des établissements de santé, c'est ce système que nous allons rencontrer. Alors, le froid, comme l'a dit Dan déjà, en fait, il a bien défini d'ailleurs. Et moi, je vais vraiment en fait accentuer sur la production du système. Donc, il faut savoir que dans un système de production de froid, nous avons quatre éléments principaux. Un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Alors, ce qui est essentiel à garder ici, c'est que le condenseur est à l'extérieur. C'est le condenseur qui va céder, c'est au niveau du condenseur que le fluide frigorigène va céder la chaleur au milieu extérieur. Et l'évaporateur est à l'intérieur, c'est-à-dire le local qu'on veut refroidir, qu'on veut rafraîchir. Et c'est au niveau de l'évaporateur que le fluide frigorigène va absorber la chaleur du milieu. Donc, pour faire simple, le compresseur, on charge le fluide frigorigène dans le compresseur. Le compresseur comprime le fluide frigorigène en réduisant son volume. C'est pourquoi on disait compression de vapeur. Donc, en réduisant ce volume, et en réduisant ce volume, en fait, il comprime le flux frigorigène. Et le flux frigorigène monte donc en température et en pression. Puis, le flux frigorigène au niveau du condenseur va céder sa chaleur au milieu extérieur en changeant d'état. Donc, d'où la liquéfaction ou la condensation. Et à la sortie du condenseur, le flux frigorigène entre dans le détendeur où il chute en pression. À la sortie du détendeur, le flux frigorigène est à l'état mélange, c'est-à-dire 20% vapeur et 80% liquide, puis avant d'être introduit dans l'évaporateur. Et au niveau de l'évaporateur, le flux frigorigène va capter la chaleur du milieu à refroidir en se vaporisant. Donc, on sera à la sortie de l'évaporateur, on sera à 100% vapeur avant d'être introduit dans le compresseur. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, le fonctionnement basique de tout système frigorifique qui fonctionne à compression de vapeur. Alors, c'est un petit peu ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc, vous allez constater qu'au niveau du compresseur, si je prends la photo à droite, au niveau du compresseur, le point 1, on constate que voilà, il y a compression des vapeurs du fluide et la température du flux frigorigène monte, haute température du vapeur du coup. Après, on a la phase de condensation au niveau du condenseur et on sort du condenseur pour aller dans le détendeur. Et à la fin du détendeur, on entre dans l'évaporateur à 80% liquide, 20% vapeur. Et on suit une vaporisation, donc baisse de la pression depuis le détendeur d'ailleurs, avant d'être introduit dans le compresseur. J'espère que voilà, tout le monde me suit et qu'on ne perd pas quelqu'un ici. Franchement, je sais que ça va être pour ceux qui voilà, voient aujourd'hui, en fait, pour la première fois, un petit peu le fonctionnement, ça peut être un peu. Ça peut demander un peu plus de concentration, si je peux le dire comme ça.
Alors, par rapport à l'analyse de cycle, l'analyse de cycle d'un cycle frigorifique, voilà, se fait sur le diagramme de Molière ou diagramme enthalpique. Et c'est quoi l'objet en fait? Pourquoi faire ces analyses-là sur ce diagramme? Sur ce diagramme, euh, d'abord, dans un premier temps, ça permet de savoir si le groupe froid fonctionne bien, fonctionne correctement, pardon, de savoir en fait pourquoi il y a si tant de consommation sur son équipement, de savoir en fait où sont les points sur lesquels je perds de l'énergie et comment améliorer son rendement. Donc, c'est vraiment en fait, et même ça permet de faire le choix, je vais dire, de certains équipements. En tout cas, je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, pour le diagramme enthalpique, juste pour montrer un petit peu les caractéristiques du diagramme enthalpique, euh, sur le diagramme enthalpique, on a une courbe de saturation, c'est-à-dire c'est la courbe en noir, pardon, j'espère que vous voyez tous, c'est cette courbe-là. Donc, au niveau de cette courbe divise en fait notre repère en trois grandes parties, c'est-à-dire la première partie qui est la partie où il y a le fluide est totalement liquide, 100% liquide. À l'intérieur de la courbe, c'est le fluide est à l'état liquide plus vapeur, donc mélange. Et à droite, le fluide est à l'état vapeur. Et au niveau dans la partie où on sera à l'état liquide, en fait, je précise juste que en fait, les températures sont perpendiculaires, mais à l'intérieur, les températures seront horizontales et au niveau de la partie vapeur, en fait, on sera un petit peu oblique. Et en tout en bas, on a l'enthalpie. L'enthalpie, c'est l'énergie qu'on consomme ou qu'on dégage. Ça dépend des cas. Et la pression, les isobars sont. La pression est. Les lignes de pression sont horizontales. Voilà. Donc, c'est ça le diagramme enthalpique, vraiment, à proprement dit. En fait, c'est ça le diagramme enthalpique. Alors, ici, nous allons essayer de décrire, de faire ce cycle-là avec le réfrigérant R134A. Il faut savoir aussi que votre cycle frigorifique peut être modifié en fonction du type de réfrigérant que vous utilisez. Alors, l'idée voilà, c'est un peu ce à quoi on attend à la fin du tracé de notre cycle frigorifique. Donc, on retrouve encore, en fait, les différentes parties de fonctionnement d'un cycle frigorifique, tout simplement. Ici, on a le compresseur et ici, on a l'évaporateur, le détendeur et le condenseur. Là, on voit les flèches, ça montre qu'en fait, ça cède de la chaleur et à ce niveau, ça capte la chaleur. Donc, c'est un peu la différence entre les deux échangeurs thermiques. Ici, c'est le condenseur et ici, c'est l'évaporateur. Et on les retrouve ici. Ici, on a l'évaporation, ici, la condensation. Donc, on constate tout de suite que euh, on constate tout de suite que en fait, la condensation est à une pression haute pression, et l'évaporation à une basse pression. Donc, tous les points qui vont relier, qui sont près de l'évaporation, en fait, vont être en basse pression, et la condensation va être en haute pression. Alors là, pour faire le cycle, la première des choses à faire, c'est de faire des mesures. Donc, faire des mesures sur votre équipement pour avoir ces différents points-là. Donc, c'est cette mesure qu'on a réalisée et on a eu les différentes températures. Et ici, en fait, on a la pression à l'entrée de l'évaporateur et ici, la pression à l'entrée du condenseur. Donc, c'est les deux pressions, différentes pressions qu'on aura en fait au niveau de notre cycle. Donc, ici, la basse pression de 2 bars, qui est une pression absolue, et ici, la pression absolue au niveau de la haute pression, c'est la pression 9 bars.
Alors, pour tracer notre cycle, on va utiliser la pression relative au lieu de la pression absolue. Juste, en fait, la pression absolue, on va faire plus 1 par rapport à la pression relative. Donc, ici, au lieu de 9, on sera à 10 bars. Et au lieu de 2, on sera à 3 bars. On avait dit 2 et 9 bars. Donc, il faut tracer ces deux pressions en première position. C'est ce qu'il faut faire dans un premier temps pour tracer un diagramme frigorifique. Il faut tracer ces deux pressions, ces deux lignes de pression, c'est-à-dire la pression, la ligne haute et la ligne basse. Donc, la haute pression et la basse pression. Maintenant, pour tracer les points, le point 1 est à l'état vapeur et de 10 degrés. En fait, les températures sont juste en bas, où ici, par exemple, on a 0 degrés. Ici, on a 20 degrés. Donc, on est d'accord qu'au milieu, on a 20 degrés. Donc, si on cherche, ici, on a 0 degrés, ici 20 degrés. Donc, on est d'accord qu'au milieu, on a 10 degrés, pardon. Donc, on garde juste, on sait qu'ici, on est en vapeur et notre point est bien à l'état vapeur. Et donc, on va prendre ce 10 degrés qu'on va allonger, suivre la ligne et on tombe sur le premier point. Donc, c'est ça notre premier point, sur la basse pression. Le deuxième point également, 55 degrés HP, vapeur toujours. Donc, on revient encore sur la ligne vapeur. On prend 55 degrés. Ici, on a 40, 50, 55, on est là. Et quand on projette, on est au milieu ici. Donc, on tombe sur le second point. Ainsi de suite, pour le troisième point, c'est également, en fait, si on prend le troisième point, 45 degrés, on prend et on projette on suit la ligne directement, on a notre troisième point. Pour le quatrième point également, c'est la même chose, sauf que le quatrième point, on constate que c'est en phase liquide. Donc, la phase liquide, c'est à ce niveau-là. Et j'avais dit que les températures phase liquide sont perpendiculaires. Donc, on est à 35 degrés, on se retrouve là au milieu. 30, là, on a 40. Ici, on a 30, donc au milieu, c'est 35. Donc, on projette perpendiculairement et on a notre point à ce niveau qui coupe l'axe de la haute pression parce que là, on est en haute pression, HP. Le cinquième point également, on est en liquide à 30 degrés et les 30 degrés sont là et on projette juste, on a notre cinquième point. Alors, la détente étant, notre détente est à ce niveau, la détente étant isocore pour dire même volume. Donc, on trace en fait, les isocores sont en bas, donc on trace juste une droite qui est perpendiculaire qui passe par l'isocore qui descend et qui coupe la ligne horizontale, de la basse pression. Et on a ce troisième point, on a notre point, on a notre point 6. Oui, voilà, on a notre point 6 à l'état liquide vapeur qui est à 0 degré. Donc, on sait que là, on est à 0 degré. Donc, là, on a en fait nos différents points. Et du coup, on peut tracer notre diagramme. Donc, on a le point 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, comme j'avais montré, en fait, on a la vaporisation à ce niveau, c'est-à-dire le point, entre le point 6 et le point 7. On peut retrouver ici 6 et 7. On a l'évaporateur dans la vaporisation. Entre le point 3 et le point 4, entre le point 3 et le point 4, on a la condensation. Donc, les deux échangeurs sont là. Et le compresseur est à ce niveau, de 1 à 2. 1 à 2, on a le compresseur. Donc, c'est un petit peu ça le tracé du flux frigorigène. Donc, c'est un petit peu ce que je disais, hein, je remets ici en fait le schéma pour qu'on puisse se retrouver. Donc, 1 à 2, ainsi de suite, vous avez en fait, on reprend juste le cycle. Alors, la puissance frigorifique, comment calculer la puissance frigorifique? Il faut juste faire le débit massique du flux du réfrigérant. Donc, ici, dans notre cas, le R134A. Il faut prendre le débit massique et multiplier par la différence d'enthalpie. L'enthalpie, c'est l'énergie. Donc, les enthalpies sont en bas. Et donc, pour faire la différence entre le point 7 et le point 6, le point 7 et le point 6, il faut juste projeter et prendre les enthalpies. Par exemple, ici 400, ici 240, et faire 400 moins 240 et multiplier cette différence fois par le débit massique du réfrigérant qu'on a pour trouver la puissance, votre puissance frigorifique. La puissance de condensation également.
Il faut faire pareil, mais juste au niveau du condenseur, du point, donc entre le point 3 et le point 4. C'est un peu ça. Et maintenant, pour avoir le rendement, de votre installation, il faut faire la puissance frigorifique sur la puissance électrique. Par contre, la puissance électrique, c'est vraiment en fait la puissance au niveau du compresseur qu'on ira chercher, donc entre le point 1 et 2. Le COP, il faut s'attendre à un COP à l'ordre de 3,5 entre 3,5 et 5 pour savoir qu'on est vraiment, en fait, on a un COP qui doit être, qui est un peu meilleur, qui est meilleur, je vais dire. Alors, pour ce type d'équipement, en fait, on peut également, je donne juste un exemple. Si vous faites vos études, et vous avez votre besoin, vous faites votre bilan thermique et vous avez votre besoin, vous connaissez votre besoin, pardon, pour refroidir un local, vous prenez juste ce besoin avec la puissance multipliée, ce besoin égale à cette puissance-là. Le besoin suite à votre bilan thermique égale à cette puissance, cette puissance multipliée par le débit massif pour trouver en fait la puissance totale dont vous avez besoin pour votre équipement. Et donc, avec cette formule déjà, en fait, vous pouvez calculer votre débit massif chaque fois si vous avez besoin de débit massif et ainsi de ça, en fait, en découleront beaucoup d'autres puissances d'équipement que vous pouvez calculer. Donc, en fait, tout ça, juste pour dire que le diagramme de Molière ou diagramme enthalpique, en fait, est vraiment le socle pour comprendre le fonctionnement de votre système de production de froid. Alors, on a mis quelques éléments, en fait, pour quelques actions que vous pouvez mettre en place ou des idées que vous pouvez avoir déjà quand vous constatez certaines choses sur vos équipements. Quand vous avez une haute pression élevée, par exemple, la haute pression, c'est vraiment au niveau de la sortie du compresseur, comme je l'ai dit tantôt. En fait, si la haute pression est très élevée, il faut penser possiblement à un condenseur qui est encrassé, par exemple, et la surconsommation que ça peut amener, c'est entre 10 et 20%. Et ainsi de suite, au niveau de la surchauffe excessive également, pour penser au mauvais réglage, les compresseurs qui tournent permanemment, peut-être il y a un surdimensionnement ou pas de HP. Ça, c'est juste un outil d'optimisation. Si vous avez un HP ou un BP, une haute pression ou une basse pression, vous n'avez pas une HP ou une basse pression flottante, par exemple, votre régulation sera fixe et vous pouvez ne pas faire certaines économies. Alors, là, on a défini un petit peu, en fait, les bases du froid. On va parler un petit peu des éléments auxiliaires. Le froid fonctionne, en fait, on produit le froid, mais il y a des éléments qui accompagnent. Ces éléments permettent d'assurer la sécurité de l'installation, la régulation également, et de contrôler et mesurer certains éléments sur notre installation. Au niveau de la sécurité, on aura tout ce qui est pressostat, les soupapes de sécurité. Et les pressostats sont souvent, en fait, les pressostats HP, par exemple, haute pression. On les rencontre au niveau de la sortie du compresseur, parce qu'à la sortie du compresseur, on a la haute pression. Et par exemple, ici, c'est là. Et les pressostats basse pression, c'est à l'entrée du compresseur quand on sort de notre évaporateur. Au niveau de la régulation également, on a les sondes de température. Par exemple, quand je prends notre détendeur, ici, bon, juste en guillemets, c'est un détendeur thermostatique à égalisation de pression. Donc, ce détendeur a une sonde qui compose sur, l'évaporateur qui permet de prendre la température et de réguler la charge en fluide frigorigène en fonction des besoins de froid. Et on a également, en fait, les contrôles et mesures, donc tout ce qui est voyant. Par exemple, ici, le voyant liquide permet de voir le fluide, de visionner le fluide frigorigène, de voir un petit peu la couleur du fluide ou la quantité de fluide pour savoir s'il faut mettre plus de fluide ou si le fluide
a des des impuretés. Voilà, c'est un petit peu ça, à quoi ça sert un petit peu en fait les éléments auxiliaires dans dans un système frigorifique. Bon, donc je vais répondre juste un tout petit peu d'une manière synthétique, c'est que Cressel a eu un peu à expliquer sur le schéma de la production d'eau glacée, mais moi je veux faire sur un schéma de principe d'un établissement de santé sur la production de groupe froid. Alors face à nous, il s'agit d'un groupe froid avec deux centrales de production. Donc l'eau glacée est produite sur la partie évaporateur. Alors, en premier déjà, il faut savoir qu'il y a deux circuits. Il y a un circuit primaire et un circuit secondaire. Le circuit primaire, c'est le circuit du groupe frigorifique qui est juste là, qui est composé aussi de l'évaporateur et du condenseur et ainsi la partie frigorifique où il y a les aéro-réfrigérants, qu'on appelle communément le dry. Dans cette partie, donc, vous la voyez, le groupe frigorifique qui est là. Et en bleu, nous avons l'évaporateur. Et le deuxième circuit qui est les circuits secondaires, donc c'est toute la partie où il y a les émissions, où il y a la partie de batterie froide pour le centrale et traitement d'air, les ventiloconvecteurs, donc tout équipement qu'on peut relier pour produire du froid. Alors, il faut savoir que l'eau glacée est produite dans l'évaporateur, dans la partie primaire. Ensuite, cette eau est envoyée dans ces schémas, comme c'est une installation qui est dans mon établissement, qui est envoyée par des pompes secondaires qui se trouvent là. Ensuite, ces pompes secondaires envoient vers différents émetteurs. Alors, ces émetteurs, comme je l'ai dit, hein, c'est des batteries froides, des CTA, des ventiloconvecteurs et autres groupes de climatisation. Alors, arrivé dans les locaux, l'eau glacée va absorber la chaleur ou les calories de l'air. Et ensuite, cette eau glacée va donc monter en température pour aller vers le groupe froid. Arrivé au groupe frigorifique, donc le groupe frigorifique va extraire cette calorie vers le condenseur. Le condenseur donc, va ensuite transférer cette calorie et vers la partie, ils vont l'envoyer côté aéro-réfrigérant et la partie aéro-réfrigérant va ensuite rejeter cette chaleur dans le milieu extérieur. Souvent, cette partie est souvent mise sur les terrasses, comme vous le voyez un peu tout là. Je ne sais pas si vous aurez un peu plus de visibilité pour voir cette partie-là au-dessus vers les terrasses. Alors, là, nous venons de voir un tout petit peu d'une manière basique l'installation frigorifique. Maintenant, nous allons voir une partie très importante sur tout ce qui va cadrer ces installations frigorifiques au niveau de la gestion, surtout de la maintenance hein, et de l'exploitation, qui nous intéresse un peu plus, aussi sur les installations de ces groupes frigorifiques. Alors, pour cette partie du cadre réglementaire, il y a deux couches réglementaires que je trouve qui sont très importantes que vous gardez en tête. Il y a l'UE 2024 qui est issue du règlement européen et la rubrique R511, rubrique 1185 qui est issue du Code de l'environnement. Alors, le F-gaz est issu du UE 2024 du règlement européen et le ICPE qui est issu du rubrique 1185. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la rubrique ICPE, c'est une réglementation qui est plus axée sur tout ce qui est la protection de l'environnement. En fait, pour le définir, ce sont des installations qui sont classées pour la protection de l'environnement. Nous, ce qui nous intéresse plus, ça sera des groupes frigorifiques qui sont installés dans nos bâtiments, qui ont une quantité de fluide frigorifique de 2 kg. La réglementation impose à ce qu'il y ait dans ces installations un suivi des contrôles d'étanchéité et une déclaration avec contrôle périodique à chaque fois. Dans vos bâtiments, je ne sais pas si vous le faites aussi. Je sais qu'il y a par exemple tous les 5 ans un bureau de contrôle qui passe pour vérifier un peu si vos installations sont conformes aux normes réglementaires.
Et moi, je l'ai fait récemment. Et tout ce qui est contrôle périodique d'étanchéité, ça se fait tous les ans. Là, c'est la partie ICPE. C'est une partie où je ne vais pas beaucoup plus argumenter, mais ce qui va vraiment plus nous intéresser, c'est la partie F-gaz. Comme je le disais, c'est sur le cadre du règlement européen du 2024-573. Alors, c'est vrai que cette réglementation, elle date depuis 2016, non, 2006, pardon. Et elle a été révisée un moment en 2016, puis révisée encore en 2024 ces derniers temps. La nouveauté avec cette réglementation, c'est qu'au fait, aujourd'hui, elle a élargi un peu sur tout ce qui est fluide frigorigène, notamment en incluant à l'intérieur les hydrofluoroolefines, si je n'ai pas abusé de l'appellation, donc les HFO. Avant, c'était plus restreint sur les HFC. Il y a aussi une nouveauté, ce qui nous concerne aussi sur les établissements de santé, c'est que cette réglementation aussi a élargi sur les inhalateurs de médicaments. Donc, il y a un peu de restrictions à voir là-dessus. Et en parlant des restrictions, donc s'il s'agit des obligations que nous devons respecter avec cette nouvelle réglementation, notamment sur la réduction des quantités de fluides frigorigènes mis sur le marché, plus des HFC, les hydrofluorocarbones, la prévention des émissions sur le confinement et le contrôle d'étanchéité, la formation et certification des opérateurs et des techniciens qui manipulent les fluides au sein des installations. Nous en verrons, je vais vous citer un peu plus les plus importants, qui sont les 7 que j'ai retenus. Alors, le premier qui est sur la réduction des quantités de fluides frigorigènes HFC mis sur le marché, la nouvelle réglementation, au fait, ce qu'on voit, c'est que sur la même période, entre 2024 et 2026, l'ancienne réglementation imposait à ce qu'il y ait une réduction de à peu près 15% des HFC qui sont comptabilisés souvent en tonnes équivalent CO2. Alors aujourd'hui, dans la nouvelle réglementation, cette réduction est appelée à être à peu près à 15%. Et arrivé à 2050, on veut avoir 0 tonne d'équivalent CO2 des HFC. Là, c'est parmi les grands objectifs de cette nouvelle réglementation. Sur la partie confinement et contrôle d'étanchéité, donc ça, c'est des contrôles qui sont amenés à être faits, qui ont des opérateurs qui vont être amenés à travailler sur nos installations frigorifiques, doivent vérifier justement qu'il n'y ait pas de dégazage dans nos installations ou sur le site, dans vos établissements, qu'il y ait un contrôle des fuites, qu'après contrôle des fuites, qu'il y ait un suivi sur la certification, qu'il n'y ait pas de fuites, donc l'installation est assez étanche. Et donc, pour cette partie aussi sur le confinement et contrôle d'étanchéité, la réglementation aujourd'hui statue 3 critères qui évaluent cette conformité. Le premier critère, c'est sur le type de fluide frigorigène. Ça va se baser, s'il s'agit par exemple des HFC, il y a des contrôles périodiques qui vont varier en fonction de la quantité des HFC sur le marché. S'il s'agit par exemple des hydrofluoro le refine, les HFO, la réglementation varie aussi par rapport à cela. Et aussi sur l'autre critère, il s'agit de la quantité de fluide frigorigène sur les installations, comme deuxième critère aussi de contrôle de périodicité, de contrôle d'étanchéité, pardon. Et le troisième critère, il s'agit de voir si nos installations contiennent ou ont en elles tout ce qui est système de détection des fuites ou non système de détection des fuites. Donc, cela va déterminer un peu la périodicité de contrôle des installations. Sur la formation de techniciens, la nouvelle réglementation impose à ce que nos opérateurs ou les entreprises qui vont être amenées à, manier ou à manipuler les fluides soient à peu près à jour sur tout ce qui sera les HFO, donc les nouveaux gaz qui sont inclus dedans, et aussi sur les gaz naturels qui sont plus appelés à entrer en vigueur. Et il y aura aussi de mise à jour de leur attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides. Alors, pour les interdictions sur le marché, la réglementation, en fait,
impose un calendrier par rapport, en fonction du pouvoir de réchauffement global de fluide frigorigène. Donc, tout ce qui est fluide frigorigène qui aura, par exemple, un PRG supérieur ou égal à 2500 sera interdit à partir de 2020, qui a été déjà interdit vers 2020. Le PRG inférieur ou égal à 1500, c'est interdit entre 2022 et 2025. Et le PRG qui sera supérieur ou égal à 150 sera interdit vers 2030. Ça reprend un peu tout ce que j'ai dit dans la première obligation. Et pour ceci, vous avez un lien que je vous invite à lire. Je vous enverrai le diapo, le lien en question. Vous pouvez voir, c'est souvent sur l'annexe 4 du diapo, donc vous verrez tout ce qui est interdiction dans les années à venir. Et donc, il y a aussi la partie restriction d'utilisation de certains gaz à effet de serre pour la maintenance et l'entretien. Donc là, vous voyez, c'est un peu divisé entre équipements de réfrigération et équipements de climatisation, en fonction aussi de la quantité de pouvoir de réfrigérant, euh, de pouvoir de réchauffement global qui contiennent des fluides frigorigènes. Donc, il y a des dates d'interdiction en fonction de toute cette quantité-là. Autre aussi restriction, c'est sur la récupération et le retraitement de fluides frigorigènes. En fait, la réglementation a renforcé les dispositions relatives à ces récupérations. C'est que ces gaz ne peuvent plus être utilisés pour charger ou être rechargés sur les équipements, sauf si les gaz a été recyclé ou régénéré. Donc là, tout ça, vous le verrez dans le lien que je vous enverrai juste après la présentation. Alors, ce qu'il faut retenir un peu sur le cadre réglementaire d'une manière synthétique, c'est qu'aujourd'hui, nous remarquons un retour en force de gaz naturels, CO2 notamment, le R717, NH3, propane, etc., donc qui seront plus recommandés comme fluides frigorigènes permettant à faire fonctionner nos installations de climatisation ou frigorifiques. Les CFC et les HCFC seront interdits d'ici là. Les HFC qui est en cours d'interdiction, les HFO qui est en plein déploiement ces derniers temps aussi auront une date limite pour que ça soit interdit sur le marché. Donc voilà à peu près tout ce qui est obligation réglementaire. Je vous enverrai, comme je l'ai dit, le lien pour voir en détail vraiment les conditions de restriction qui sont imposées par la loi. Alors, nous allons laisser la main à Enel pour la partie optimisation. Merci Christelle, merci Dan. Oui, juste pour, en fait, le lien, on peut envoyer le lien, en fait, le lien dont tu as parlé, Dan, oui. Voilà, dans le chat. Merci. Pardon, Enel, tu peux... Ouais, merci. Alors, on arrive à la partie finalement qui, je pense, intéresse beaucoup de monde sur l'optimisation des systèmes de climatisation. Alors, dans le cadre d'un webinaire d'1 heure, bien sûr, il y a des choix pédagogiques à faire. Donc, par exemple, je vais passer un peu moins de temps sur tout ce qui est pilotage, optimisation de la CTA ou le plan de maintenance ou le suivi des consommations. Très rapidement dessus, il y a, et de manière évidente, mais ça, je pense qu'on apprend à rien à personne, un sujet sur le pilotage. Donc, quand on parle de réduit nocturne, on parle beaucoup des locaux hors hébergement qui, eux, sont occupés la nuit, mais donc tout ce qui va être bureau, parties communes et autres, où on va pouvoir installer un réduit, ça va nous permettre d'obtenir des réductions de la consommation d'énergie. Tout ce qui va être autour du zonage et du redémarrage intelligent va vraiment dépendre des équipements dont le système de climatisation est équipé. Donc, quand on parle de zonage, il faut être en mesure de pouvoir couper l'émission et la distribution dans certaines zones. Et sur le redémarrage intelligent, souvent, ça nécessite soit des études assez poussées, soit on peut le faire par empirisme. C'est-à-dire qu'avec le responsable technique du site, généralement, on sait que si on veut 28 degrés ou 27 degrés dans ces locaux à 8h30,
Généralement, on sait si on doit lancer les systèmes à 7h47 ou plutôt à 6h14 parce qu'il y a l'inertie thermique du bâtiment. Donc, soit ça requiert une simulation énergétique dynamique, ou alors par usage du bâtiment, on est en mesure d'avoir un peu cette vue là-dessus. Au niveau de l'optimisation de la CTA, des centrales de traitement d'air, il y a évidemment pas mal de critères à vérifier, donc notamment sur les débits de ventilation, mais aussi sur les batteries. Donc, quand on parle de batterie, on va parler d'encrassement des batteries froides. Sur les filtres, il y a aussi un vrai sujet. Les filtres vont directement impacter la consommation électrique des moteurs. Donc, gérer le nettoyage et le renouvellement des filtres, c'est essentiel pour la performance globale du système. Votre performance globale qui va être déterminée par ce que le service que vous avez rendu, que vous rendez, donc le froid, sur ce que vous payez, donc toute la consommation électrique dont fait partie les moteurs de ventilation. Ensuite, quand on parle de maintenance préventive, il y a tous les sujets qu'on a l'habitude de voir plutôt sur la chaleur et donc notamment l'équilibrage des réseaux et le désembouage. Alors le désembouage, c'est quelque chose où on se dit, c'est peut-être plutôt orienté réseau de production de chaud. Et en fait, ça reste un sujet sur le froid. Donc il y a quand même des bouts du calcaire qui vient se créer dans les réseaux. Le désembouage sur réseau glycolé, le glycol, on en reparlera juste après, il y a aussi un sujet là-dessus. Et donc, ça reste un élément à maîtriser. Quand on parle de nettoyage des échangeurs thermiques, on va aussi bien parler des échangeurs de chaleur du condenseur et de l'évaporateur du groupe froid. Donc ça aussi, c'est des parties des équipements qui peuvent s'encrasser et dont on recommande le nettoyage. Sur les nouveaux groupes froids, sur les 7 premières années d'exploitation, ça va pas nécessairement être pertinent, mais dès lors qu'on va passer la 7e, la 8e année, commencer à nettoyer ces équipements, ça va pouvoir permettre de continuer à conserver une bonne transmission thermique. Et puis ensuite, de manière évidente, sur le suivi des consommations, c'est la meilleure façon d'observer des dérives, mais aussi de venir confirmer la bonne optimisation et la bonne amélioration de la performance des systèmes qu'on a gérés. Donc, si on passe, par exemple, à la slide suivante, on va voir que on se concentre sur deux technologies de groupe froid. Donc, ça me permet aussi de faire écho à des questions que j'ai vu passer, notamment de Guénolé, je crois, sur les points à prendre en compte lors de l'installation d'un groupe froid et ce qui était plutôt préconisé. Donc, dans le cadre de ce webinaire, le froid, c'est très vaste. Parcourir en 1 heure, c'est impossible. Et donc, on a choisi de se concentrer sur les systèmes froids à condensation sur boucle d'eau. Donc, soit à condensation par air ou soit à condensation par eau. Quand je dis qu'on s'est concentré sur les boucles d'eau, c'est que par opposition, vous allez aussi trouver les groupes froids qu'on appelle la détente directe. Donc, pourquoi la boucle d'eau plutôt que la détente directe? La détente directe, son seul avantage, c'est qu'elle est moins chère à l'installation. Donc, pour ceux pour qui détente directe, c'est un peu un mot mystique, détente directe, ça veut dire que c'est pas de l'eau qui circule dans votre bâtiment, c'est directement des canalisations de réfrigérant. Et en fait, l'évaporation ou la condensation du réfrigérant, si on est en mode chaud ou froid, va être réalisée directement dans la cassette de soufflage. Pourquoi, en fait, on préconise moins de passer avec ces systèmes, bien qu'ils soient moins chers et plus rapides à l'implémentation? En fait, il y a un problème déjà de durabilité des équipements. Donc, ce qu'on observe, c'est que sur les détentes directes, on va plutôt être sur des durées de vie de 12 à 18, 19 ans. On va les pousser un peu vers 19 ans maintenant. Et sur les systèmes à boucle d'eau, on va plutôt être sur des systèmes qui vont de 18 à 25 ans. Donc, ils sont beaucoup plus durables. L'autre raison, c'est que quand on a une boucle d'eau, en fait, on est beaucoup plus flexible sur les modifications réglementaires. Donc, Dan vous a parlé juste avant des différents réfrigérants et de leur interdiction ou non. Et en fait, quand vous avez une boucle d'eau, vous avez simplement à changer, si jamais il y a une interdiction sur le réfrigérant que vous utilisez, vous avez simplement à changer votre machine centrale. Dans le cadre d'une détente directe, comme vous avez du réfrigérant qui passe dans tout votre site, si le réfrigérant que vous utilisez, je sais pas, du R134A par exemple, est interdit,
potentiellement votre réseau de réfrigérant, donc physique, ne sera pas adapté à fonctionner avec le nouveau réfrigérant, que ce soit du R 1, 2, 3, 4, Z2 ou YF, et donc vous allez devoir reprendre toute votre installation. Donc il y a vraiment ce sujet-là sur la durabilité de l'équipement. Et c'est pour ça qu'on tend plutôt vers de la boucle d'eau qui est du coup un peu plus chère, mais qui est aussi préférée par les mainteneurs. C'est plus facile de travailler avec des réseaux d'eau que des réseaux de réfrigérants où il faut des accréditations spéciales, où les fuites sont sujets à des pertes économiques et une complexité de la maintenance. Donc pour ces raisons, on va travailler sur de la boucle d'eau. Dans la boucle d'eau, on va avoir deux grandes familles, donc la condensation par air, donc celle que vous avez plutôt sur la gauche, où là les coups froids sont directement en toiture, donc c'est pour ça qu'on les appelle condensation à air. Et la condensation, donc le fait d'extraire cette chaleur récoltée dans le bâtiment, comme vous l'expliquez Cressal et Dan, va être effectuée à l'extérieur du bâtiment. Quand on va parler de boucle de condensation par eau, on va avoir en fait le groupe froid qui décharge toute cette chaleur extraite dans une autre boucle d'eau sur le bâtiment. Et vous allez voir que c'est très important d'avoir ces deux configurations en tête parce que de par après les actions de performance qu'on va aborder, les unes et les autres ne sont pas nécessairement adaptées à ces deux technologies. Donc, si on passe ensuite à la première finalement grande action, donc on n'aura pas le temps de tout voir bien évidemment sur quelques minutes. Le but de cette partie, c'est vraiment de vous donner une espèce de boîte à outils, de checklist que vous pouvez, avec laquelle vous pourrez ensuite croiser avec les équipes sur site pour leur dire bon, voilà, est-ce qu'on a bien ça ou ça, ou alors si vous êtes dans un projet de nouvelle installation froid, de vraiment confirmer que ces points-là sont bien pris en compte dans la mise en service. Mise en service que, on va le voir juste à présent, sont un vrai sujet. Donc, quand on parle de haute pression flottante, la haute pression flottante, ça va être le fait de faire varier la pression à laquelle on va venir condenser. Donc, ça se passe après le compresseur. Donc, c'est pour ça qu'on parle de haute pression. Le but d'un coup froid, c'est d'extraire la chaleur. Donc, en sortie du compresseur, le réfrigérant a une température entre 90 et 110 degrés. C'est pour ça comme on l'a dit au début de ce webinaire, la chaleur se propage du plus chaud, donc du plus rapide, vers le plus froid, donc du plus lent. 90 degrés, c'est pour ça qu'on va avoir du mal avec les technologies thermodynamiques à créer de l'eau chaude sanitaire à haute température. Le but de la haute pression flottante, c'est de dire, ce qui coûte au compresseur, c'est d'atteindre un haut niveau de compression, donc un haut niveau de condensation. Quand la température extérieure le permet, c'est-à-dire quand la température extérieure baisse, en fait, le delta de température, on n'a pas besoin de le conserver aussi grand. Et donc, on va dire, on va réduire le delta de température, donc la pression de condensation et donc la température, pour soulager le compresseur. Et donc ça, on va le faire comment ? On va mettre des variateurs de vitesse sur les ailettes du groupe froid, sur les ailettes du ventilateur, donc du condenseur. Le condenseur sur un groupe froid à condensation par air, c'est un réseau de tubes cuivrés et un ventilateur. Et donc, on va accentuer la ventilation pour abaisser la température de condensation. La haute pression flottante, du coup, est vraiment optimisée, orientée pour les groupes froids à condensation par air. Pour les groupes froids à condensation par eau, en fait, on peut quand même réaliser cette notion de haute pression, cette fonction de haute pression flottante. Elle est un peu plus technique parce que ça veut dire, en fait, gérer les débits qu'il y a dans la boucle d'eau de condensation pour les accentuer et réduire cette pression de condensation sans perturber les pertes qu'on pourra avoir dans le réseau, les pertes de fluide mécanique qu'on pourra avoir dans le réseau de condensation, tout en conservant la régulation qu'on a. Donc, si vous regardez un peu les schémas que vous avez après sur la partie droite, en fait, ce qu'il y a à voir, c'est que l'horizontale qui est en haut, entre l'état initial du schéma en haut et l'état final du schéma en bas, c'est qu'elle a été abaissée. On a abaissé la pression de condensation. Et donc, quand on voit la diagonale sur le côté droit, donc ça, c'est l'énergie que nous coûte le compresseur. Donc, on voit qu'en passant du schéma de haut au schéma d'en bas,
on va avoir moins de compression à faire, donc moins de consommation électrique. Et vraiment, ce qui détermine l'énergie qu'on va rejeter, c'est le chemin qu'on va parcourir de la droite vers la gauche. Quand l'énergie de l'évaporation, donc c'est la production de froid, c'est l'énergie qui va être du côté gauche de votre schéma au côté droit. Si on passe à l'autre action complémentaire qu'on voit également beaucoup, c'est la basse pression flottante. Donc la basse pression flottante, elle se fait de l'autre côté du condenseur, et donc le but, ça va être de faire varier la vitesse de compression de manière à ce que de faire évoluer la température d'évaporation. Et donc, alors, sur cette action, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a une autre action qui est la variation de vitesse sur le compresseur. Et donc ça permet d'adapter le compresseur à la charge réelle de froid. Donc, il faut savoir qu'en fonction de votre charge, en fonction de l'activité, il est possible que votre système froid ne fonctionne à 100% que 1 à 5% du temps. C'est-à-dire que tout le reste du temps, il fonctionne à charge partielle. Parce que si vous avez des chambres, toutes les chambres n'ont pas besoin d'être climatisées à fond au même moment. Ou alors, même si elles en ont besoin, il ne fait peut-être pas 37 ou 45 degrés dehors, température à laquelle votre groupe froid a été dimensionné. Et donc, en fait, il y a une énorme partie de l'année où votre groupe froid fonctionne à charge partielle. Cette modulation sur le compresseur, elle est différente de la modulation basse pression. Et donc, sur ces actions-là de basse pression et haute pression flottante, il faut bien avoir en tête qu'on en parle beaucoup, énormément, notamment parce qu'elles sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Mais depuis à peu près 2012, donc il y a la norme européenne Ecodesign qui en fait influe sur les performances minimales des installations frigorifiques. Et en fait, ces fonctions de basse et haute pression flottante sont natives sur les équipements, c'est-à-dire qu'elles sont déjà intégrées. Le problème, c'est que si vous prenez l'exemple d'un limiteur de vitesse sur une voiture, vous avez cette fonctionnalité, mais c'est pas pour autant que vous l'utilisez. Et c'est un peu le même principe sur le gros froid. Donc, vous pouvez avoir pas mal d'études énergétiques, de bureaux d'études ou autres qui vous disent bon, il faut qu'on fasse une installation de pression, basse pression flottante, en plus c'est éligible au CDE. Il y a fort à parier que votre groupe froid puisse déjà le faire. Mais lors de la mise en service, comme c'est technique et que quand on parle de basse pression flottante ou de pression flottante, soit il faut considérer la charge réelle pour la basse pression flottante, soit il faut considérer la température extérieure pour la haute pression flottante, il y a de grandes chances que ce soit pas fait. Et donc ça, c'est plutôt pour vous dire, dans cette checklist, dans cette boîte à outils que vous avez, de vérifier avec le mainteneur, le metteur au point, que cette action a bien été paramétrée. Et bien paramétrée, c'est-à-dire en prenant en compte la bonne information qui permet d'optimiser cette notion. Quand on passe après à une autre action sur l'optimisation du pompage, donc il faut savoir que la puissance électrique absorbée est proportionnelle au cube de la vitesse. Donc quand on réduit un peu la vitesse et donc le débit, on va réduire avec un facteur 3 cette puissance électrique. Donc, quand on regarde la puissance thermique qui est distribuée dans les canalisations, donc M point, Cp et le fameux delta T, donc la température de départ et la température de retour, on voit qu'on a deux façons d'agir sur cette puissance qui est distribuée, donc soit modifier la température d'aller ou de retour, ou alors directement jouer sur le débit. Et donc quand on a une charge qui diminue, quand je dis une charge diminue, c'est-à-dire qu'il fait moins chaud, ou alors il y a moins d'espace qui requiert une climatisation, et ben en fait on peut directement jouer sur le débit, donc pour soulager la puissance consommée par les circulateurs. Donc les gains à attendre de cette action dépendent directement de votre variabilité de la charge. Si vous êtes sur des équipements de froid, par exemple, qui alimentent de l'imagerie, pour refroidir des scanners ou des IRM ou des compresseurs de chambre froide, en fait, il y a une charge quasi constante parce que ils sont indépendants de la température extérieure ou de l'occupation réelle de votre site. Et donc là, il y aura moins à attendre de cette action. Mais si vous êtes sur des groupes froids qui alimentent directement de la climatisation d'ambiance, là, vous avez une grosse variabilité du besoin et donc ça a énormément de sens de venir piloter cet usage au niveau des pompes. L'action suivante qui est en fait totalement complémentaire, ça va être sur la loi d'eau glacée.
là sur la loi d'eau glacée, on est plutôt familier à cette loi d'eau, mais quand on parle de loi d'eau sans préciser, on parle plutôt d'eau chaude. Et donc finalement, c'est le même principe, c'est-à-dire de dire qu'on va moduler la température de l'eau en départ en fonction de la température extérieure. Donc sur un système de chauffage classique, vous attendez plutôt à avoir un départ à 60 degrés, 80 ou 90 degrés pour les sites les plus fous. Mais voilà, plutôt 60 degrés quand il fait, je sais pas, moins 5, moins 7 degrés extérieur. Et puis après, quand il fait 15 degrés extérieur, vous dites, j'ai une température de départ à 52 ou 48 degrés. Même philosophie pour le groupe froid. En fait, vous allez avoir une température de 40 degrés à l'extérieur. Je dis 40 parce que c'est arrivé très récemment. Et ben vous allez dire bon bah on part à 6 degrés et puis après quand il y aura une température de 29 ou 31 et que vous avez quand même ce besoin de climatiser, ben vous pouvez vous permettre d'avoir peut-être une température de départ à 7, 9 degrés. Donc ça toujours pour venir soulager l'installation frigorifique. Donc deux approches, donc soit on mesure par rapport à la température extérieure réelle, donc comme je viens de le dire, ou alors on pilote en fonction de la charge. Et donc la charge, vous pouvez simplement mettre des capteurs des capteurs de frigorie. Donc les capteurs de frigorie comme les calories, c'est deux thermomètres et un débitmètre. Ça vous permet de déterminer l'énergie thermique qui est partie. Autre optimisation possible, c'est sur l'ajustement du taux de glycol. Donc le glycol, c'est une espèce, si vous voulez, c'est un sucre, c'est un antigel qu'on utilise sur les installations frigorifiques pour éviter que les canalisations gèlent, puisque l'eau solide, comme vous le savez, prend plus de place que l'eau liquide et donc ferait exploser les canalisations. Donc pour se protéger de ça, on met du glycol qui agit finalement comme un sucre. Le glycol n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que plus qu'obligatoire, j'ai envie de dire, il n'est pas automatique. Le glycol, il sert à protéger du gel. Et donc, si vous avez une partie de votre réseau qui n'est pas soumise au gel, donc c'est-à-dire que l'entièreté du réseau passe en locaux chauffés toute l'année, et donc il n'y a pas de période prolongée où vous allez être soumis, où de l'eau statique va être soumise à des températures négatives, et soit on réduit drastiquement le taux de glycol, ou soit on n'en met pas du tout. On verra juste après pourquoi on fait ça. Et donc là, dans le schéma que vous avez par exemple à gauche, vous avez une installation frigorifique, donc c'est un groupe froid à condensation par eau. Donc vous voyez au -1, vous avez le fameux groupe froid, la distribution d'eau glacée en bleu clair et le retour d'eau glacée en bleu foncé. Et puis ensuite, vous avez en orange et en jaune la boucle d'eau de condensation qui va venir desservir des dry coolers. Donc je précise bien dry cooler et pas tour aéro-réfrigérante parce qu'en santé, c'est un peu proscrit pour éviter la prolifération de la légionelle. Et voilà, donc on voit que la partie jaune-orangé passe directement à l'extérieur. Donc on a une partie en toiture terrasse qui va alimenter les équipements d'extraction finaux de chaleur, alors que la partie bleutée, finalement, elle reste 100% du temps à l'intérieur et donc n'a pas nécessairement besoin d'être glycolée. Pourquoi ça impacte Quand on regarde après l'impact du glycol sur les performances thermiques, on voit que c'est quand même assez intéressant. Le taux de glycol qu'on met dans l'eau, normalement, on le protège en fonction du gel auquel risque d'être soumis l'eau qui circule dans une canalisation. Et par défaut, c'est vrai qu'on voit énormément de sites où on met 30% de glycol parce qu'on l'a vu faire sur un autre site et parce que en fait on sait pas exactement comment bien le calibrer et donc on dit bon on met 30%, ça devrait bien nous couvrir et puis après on avance comme ça. Donc il y a deux types de glycol, soit l'éthylène ou soit le propylène glycol. Les proportions en fonction de la nature du glycol changent un peu, mais c'est la même finalité. Et on voit en fait que quand on a 30% de glycol, c'est plutôt pour nous protéger sur des températures de -10, -12 degrés, ce qui arrive pas nécessairement sur les sites qu'on va avoir à gérer. Et donc, quand on passe, par exemple, d'un taux de glycol de 35 à 25%, on peut espérer économiser jusqu'à 4-5% de la consommation d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voyez la petite ligne en bas, le glycol, en fait, il va avoir une capacité thermique inférieure à l'eau. Donc, à peu près un tiers de moins, quasiment moitié moins que celle de l'eau.
Et donc, comme le but d'une installation frigorifique, c'est de transporter des calories, quand on a une capacité calorifique massique qui est quasiment divisée par 2, ben, on va pouvoir transporter moins de calories. Et donc, le taux de glycol importe directement. En plus de ces calories, on a dit le glycol, c'est comme un sucre. Donc, si ça apporte de la viscosité dans les réseaux, et qui dit des réseaux plus visqueux, dit que les pompes vont avoir plus de mal à fonctionner, à acheminer l'eau de votre installation frigorifique à vos émetteurs. Donc, plus visqueux et capacité calorifique moindre, ça parachève d'expliquer pourquoi le taux de glycol va influer directement sur votre performance énergétique de votre installation. Donc, sur la boucle de condensation qui va généralement en toiture, oui. Sur la boucle d'eau glacée, en fait, ça se regarde un peu plus en détail. On parle ensuite de free cooling. Donc, le free cooling, le principe, c'est d'utiliser la température extérieure quand elle est plus basse que la température de retour du circuit d'eau glacée. Donc, généralement, sur les circuits d'eau glacée, vous serez sur un régime 6-12. Quand la température extérieure est inférieure à 6 degrés, ça veut dire que vous pouvez directement produire de l'eau glacée à 6 degrés. 6-12, c'est pas une norme universelle. Il y a des régimes d'eau glacée qui sont à 12-17, donc c'est du froid modéré. Il convient aussi de se rapprocher de l'équipe sur site pour voir si on peut justement pas passer d'un régime 6-12 à passer sur du régime 12-17. De la même manière que quand on parle de chauffage, on dit essayez de voir si vous pouvez pas passer d'un régime 90-70 à un régime basse température, plutôt 60-40, on est en moyenne température, mais plutôt 45-35 ou 45-30, notamment quand on passe sur de la PAC. On fait la même chose pour le free cooling. Et le free cooling, ça nécessite de venir installer un échangeur au haut entre le circuit d'eau glacée et votre équipement d'extraction de la chaleur. Donc, qu'on vient un peu court-circuiter les groupes froids. Donc, c'est vraiment un court-circuit le free cooling dans la plupart des cas. Vous pouvez entendre aussi free cooling qui va désigner une autre chose. En fait, c'est simplement pour la climatisation d'ambiance, vous allez faire tourner vos CTA de manière beaucoup plus forte et donc vous allez utiliser l'air frais pour venir conditionner vos locaux. Là, on parle d'autre chose, on parle vraiment de free cooling pour soulager les compresseurs des groupes froids. Donc, vous voyez que c'est très orienté finalement groupe froid à condensation par eau. Sur les groupes froids à condensation par air, il est possible que cette fonction de free cooling soit déjà partiellement intégrée dans la machine. Donc, il convient de se rapprocher soit du mainteneur, soit directement du fabricant. Et sinon, il est aussi possible de rajouter une espèce de dry cooler sur un système de condensation à air, donc qui viendra prendre l'eau de condensation, la rafraîchir avec le dry cooler et ensuite l'amener au retour de l'évaporateur de votre installation pour continuer à réduire la consommation énergétique. Donc des gains assez importants finalement, entre 20 et 50%. Ça dépend de la saison et de l'utilisation du groupe froid. Donc par exemple, là si vous regardez les différents usages finaux qu'il y a sur cette installation froid et hypothétique, donc il y a la CTA de la balnéothérapie, donc qui va servir beaucoup à faire la déshumidification, la CTA des chambres pour de la climatisation d'ambiance et les compresseurs, donc tout le service imagerie qui va servir à faire du refroidissement. Donc vraiment en fonction de votre usage, oui, le free cooling va pouvoir être plus ou moins pertinent. Et enfin, quand on regarde l'autre usage, optimisation REN, j'ai envie de dire, de système de production de froid, ça fait écho à ce qu'on s'est dit dès le départ, en fait, que la production de froid, ça n'était rien de plus que de l'extraction de chaleur. Et cette chaleur, l'extraire, ça serait un peu dommage de ne pas en profiter, surtout que dans la santé, on est sur des locaux à besoins simultanés chaud-froid. Donc c'est vraiment ça le premier frein de la récupération de chaleur, c'est se dire oui, mais la chaleur que je récupère, que j'extrais de mes locaux, si j'en ai pas besoin, je peux rien en faire. Sur la santé, il y a au moins l'eau chaude sanitaire. Et donc ça, on sait qu'on va avoir ce besoin de froid. Et dans l'évaluation de ce besoin de froid, par contre, il va falloir être un peu plus
un peu plus précis que simplement dire, OK, voici mon besoin en chaud kilowattheure annuel, voici ce que je peux produire en froid, ça match, je peux faire de la récupération. Non, en fait, il va vraiment falloir que vous regardiez l'évolution de la charge journalière pour savoir si le froid que vous extrayez, si vous voulez, dans les 12-16 heures, va pouvoir être utilisé. Parce que les capacités de stockage vont être limitées. Et donc là aussi, pour la récupération de chaleur, de la même manière que pour le free cooling, on va venir faire un court-circuit. Donc on va venir court-circuiter le dry cooler et on va installer un échangeur. Là, vous voyez, juste au-dessus du troisième groupe froid, du premier groupe froid à gauche, il y a un, un rectangle avec des barres, c'est un échangeur thermique. Et donc vous allez l'eau de condensation qui a un départ entre 35 et 40 degrés, un retour vers 28 degrés, va traverser un échangeur thermique pour pouvoir alimenter un autre besoin. Donc ça peut être du chauffage très basse température. Donc si vous avez un plancher chauffant où la température de l'eau est à 35 degrés, vous êtes déjà bon. Si vous avez des services de balnéothérapie où l'eau des bassins elle va monter jusqu'à 36, 38 degrés, qu'on a un besoin très spécifique, ça va être assez chaud pour. Par contre, pour faire du chauffage à température classique, donc 60-40, ça va être seulement du préchauffage. Et pour le chaud sanitaire, bien sûr, ça va là aussi également seulement être du préchauffage qu'on va pouvoir rehausser finalement avec soit des batteries terminales ou soit une pompe à chaleur au haut ou soit une chaudière également. Mais comme on a payé l'énergie électrique au niveau des compresseurs des groupes froids pour produire cette eau froide, quand on va récupérer en fait cette eau réchauffée, on la récupère gratuitement. Donc c'est du froid, c'est de la chaleur gratuite. Et quand on regarde après les performances d'un système qui contient un dispositif de récupération de chaleur, on voit qu'on a des performances énergétiques assez intéressantes. Et donc le COP global qui peut monter jusqu'à 7-8 au total. Et donc voilà, la récupération de chaleur, ça fait directement la passe vers vers la thermofrigopompe qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce qu'on se spécifie un peu sur le froid. Merci Enel pour ces éléments. Alors on constate qu'en fait voilà on est un peu serré dans le temps. On a pris un peu plus de temps, donc on va chercher un petit peu en fait à avancer un petit peu quand même. Juste pour les financements en fait voilà il y a quand même en fait l'État qui a parlé qui met à la disposition des établissements aujourd'hui une enveloppe de 600 millions d'euros aujourd'hui pour toutes ces questions liées au rafraîchissement en fait de nos établissements. C'est vrai que voilà ça vient d'être annoncé donc il faut attendre le temps que voilà le programme en fait qu'on ait plus d'éléments en fait sur le sujet. Et également par rapport à l'autofinancement, il y a l'intracting ce sont des sujets sur lesquels on peut penser. L'intracting en fait c'est le fait de voilà que nos économies d'énergie derrière puissent venir en fait payer en fait nos investissements qu'on a des actions. Et parlant de C2E, GTB, etc., en fait, il y a le décret basque aujourd'hui sur lequel on peut se baser pour avoir plus de financement à travers les fiches C2E. On a mis les numéros de fiches C2E, mais dans la réponse aux questions qu'on va apporter dans le mail, on mettra également les liens directement. Et les packs et rafraîchissement également, il y a une fiche pour ces éléments-là. L'HP flottante pour l'optimisation, pareil, il y a une fiche C2E. Et on a mis des critères juste pour dire que voilà, ça fait partie d'éléments qu'on peut mettre en avant, pardon, pour voilà, convaincre les établissements, convaincre en fait l'administration, voilà, à nous accompagner, voilà, pour mettre en place ces éléments d'optimisation. Alors, merci pour votre présence. Et on a eu des questions, on a des questions, on va essayer de répondre à quelques questions. Les autres, on va répondre dans un mail après, dans le mail de retour du coup. La première question, c'était de Alors, savoir. la première question, c'est de savoir quelles sont les principales problématiques relatives à l'installation de groupes froids pour les établissements de santé. Alors, je pense que c'est le cas un peu récurrent où on rencontre souvent dans des établissements de santé, mis à part, en fait, le groupe froid va servir à maintenir une température de confort,
mais aussi c'est aussi pour que les activités liées, par exemple, aux nos blocs opératoires, à la pharmacie, soient maintenues. On parle plus de la maintien de température de service. Donc, nous avons souvent des problèmes de maintien de température, plus on l'a vu récemment avec ces épisodes de canicule où certains établissements ont fait enfermer quasiment certains de leurs services. Donc, il y a eu un peu ces problèmes-là, des problèmes de température dans des installations, le problème des pressions aussi pour avoir une pression de service. Il y a aussi d'autres problèmes, justement aussi sur les étanchéités de réseau. Il y a différents problèmes. Je ne pourrais pas tous les énumérer là tout de suite. Mais si sur une question sur... tu veux répondre? Oui, Ouais. je me permets, Dan. Mm. En fait, oui, juste pour compléter ce que Dan vient d'avancer, de la réponse de Dan, pour dire oui, les problématiques relatives à l'installation de groupes de froid sur les établissements aujourd'hui, c'est vraiment, dans un premier temps, un problème de budget, tout simplement, pour les établissements de santé. Voilà, il y a un vrai problème de budget aujourd'hui pour les établissements de santé. Et il faut dire aussi que même si aujourd'hui, en fait, on a cet investissement parfois, on peut aussi rencontrer des problèmes techniques pour dire que voilà, on sait qu'en fait, les établissements fonctionnent 100%, 24 heures sur 24, pardon, et 7 jours sur 7. Donc, il y a ce problème voilà, de coupure d'activité qui peut s'observer ou voilà, et également il y a des systèmes pour faire le changement en fait d'un système de rafraîchissement. Ils ont déjà en fait des réfrigérants qui sont plus valables où il faut vraiment changer toute l'installation et ça demande beaucoup plus de budget ou ça demande de gros travaux, ce qui fait que ça peut retarder ou vraiment limiter en fait Et même certains qui restent dans des vieilles installations qui datent de 10 ans, 20 Ouais. ans. Donc c'est souvent ça qui freine un peu aussi, souvent pour passer d'une installation nouvelle. Alors, que conseillerez-vous, c'est la question de monsieur Guénoulet, oui. Du coup, que conseillerez-vous à des établissements de santé voulant installer un groupe de froid? Moi, premièrement, bon, vu que j'ai parlé un peu du cadre réglementaire, c'est déjà de voir à peu près l'installation. Est-ce que l'installation aura un fluide frigorigène adapté aux nouvelles réglementations? C'est la première question. Donc vraiment, au moment de l'étude, conseillez à ce que vos techniciens d'études ou bien les prestataires qui nous feront l'étude sur l'installation s'épanchent un peu là-dessus, qu'il y ait un fluide frigorigène plus axé sur de fluide frigorigène naturel dans des installations, et aussi à évaluer le besoin frigorifique vraiment réel, puisque on est dans une époque où on veut consommer uniquement le besoin qu'on a, en fait, par exemple, pour le groupe froid, c'est le besoin frigorifique. Donc, évaluer le vrai besoin de notre activité. Et puis, autre conseil que je dirais, c'est aussi voir à peu près sur tout ce qui sera l'automatisation avec GTB, GTC. Donc voilà à peu près comme conseil que je Ouais. donnerais sur Oui, cette merci question. Dan. Juste pour ajouter, oui, alors dans un premier temps, il faut vraiment, en fait, comme Dan vient de le dire, en fait, évaluer le besoin. Mais en fait, ce webinaire, surtout, on va faire vraiment attention à tout ce qui est système de climatisation, de rafraîchissement actif, parce que euh, on va vraiment se limiter, on va essayer de limiter la chose à ce qui est vraiment indispensable. Et on sait que dans les établissements de santé, que ce soit les blocs, etc., en fait, ce sont des zones dans lesquelles on a impérativement besoin de systèmes de climatisation. Mais dans les bureaux, voilà, il faut dans un premier temps essayer de chercher des systèmes vraiment passifs, des systèmes qui ne sont pas vraiment actifs, qui ne vont pas vraiment consommer ou utiliser des flux frigorigènes dans un premier temps. Et si s'avérait qu'il faut vraiment en fait faire le rebond sur la climatisation, oui, comme Dan l'a dit, en fait,
aller sur des réfrigérants, bien calculer ses besoins, aller sur des réfrigérants naturels comme l'ammoniac, le R117 ou le propane 200, R290, etc. Et voilà, et aussi penser, aujourd'hui on a des systèmes de géothermie qui produisent du froid, et après ça on peut penser aussi au pack. Le thermofrigopompe voilà. que Enel voulait un peu en parler, mais finalement on n'a pas eu le temps pour en parler. Alors on a une question de combien de puissance a besoin un groupe froid dans un centre hospitalier. J'ai envie de dire qu'en fait, il faut toujours passer aller d'une évaluation des besoins. C'est vrai qu'en fait, les établissements, on peut donner des plages, mais vraiment aller... Moi, dans mon cas, je rajoute un truc. Dans mon cas, j'ai l'établissement qui, en termes de puissance unitaire de 2 groupes froids, il y a un qui a 211. Donc les deux sont à 211. Donc on arrive à peu près à 500 et quelques kilowatts de production frigorifique. Et puis ça dépend. Vous avez certains qui sont à peu près à 730. Ça dépend vraiment de l'activité en termes de besoin ou bien de puissance frigorifique. Voilà à peu près. Ouais, c'est difficile de statuer là-dessus sans information complémentaire sur la superficie tout simplement du centre hospitalier et Ouais. quels seraient les usages finalement. Est-ce qu'il y aurait de la climatisation d'ambiance pour les locaux? Est-ce qu'il y aurait aussi du process, donc sur les services imagerie? Est-ce que c'est aussi du froid pour faire de la déshumidification de pièces humides? Donc c'est un peu difficile de statuer comme ça à la volée sans information complémentaire. Ok, merci beaucoup Enel, merci Dan pour vos présentations, et merci beaucoup à tous pour, pour ce webinaire. Nous allons faire un retour d'ici là, d'ici quelques jours, pour vous faire vous envoyer déjà la présentation, envoyer une réponse aux questions dont on n'a pas pu apporter une réponse tout de suite. Et voilà, si éventuellement vous avez des questions également dans la foulée, vous pouvez nous envoyer ces questions et on va prendre le temps de répondre dans le mail qu'on va envoyer. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Au revoir, ciao. Merci. Au revoir.